Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui est l'art généré par ordinateur. Comme d'habitude, on part d'un sujet d'actualité. On va le découvrir ensemble. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans notre propos, je vais vous poser une petite question. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Quand vous voyez cette œuvre-là, d'après vous, est-ce qu'elle est générée par ordinateur ou est-ce que c'est un artiste qui l'a fait? Je vous laisse répondre. Après, bon, vous connaissez le sujet de la vidéo, donc j'imagine que la réponse est déjà présente. Effectivement, c'est une œuvre générée par ordinateur qui s'appelle Le portrait de Bellamy. Je commence par cette image parce que elle fait date dans l'histoire de l'art, dans la mesure où c'est la première œuvre générée par ordinateur à être vendue. Elle a été vendue pour plus de 400 000 dollars. Je crois que l'estimation initiale était de 10 000 dollars. Ça fait un prix démentiel pour une œuvre générée par ordinateur. Donc, je vous laisse la regarder un petit peu. Là, comme ça, de prime abord, finalement, c'est assez difficile si on ne sait pas que c'est une œuvre générée par ordinateur de se dire que c'est une œuvre générée par ordinateur. On va continuer. Donc, cette œuvre, comme je vous le disais, s'appelle Le portrait d'Edmond de Bellamy. Donc, Le portrait d'Edmond de Bellamy est une impression sur toile, première œuvre d'art produite par un logiciel d'intelligence artificielle à être présentée dans une salle des ventes. Oui, parce qu'on va le voir, c'est pas la première œuvre générée par ordinateur, mais c'est la première à être passée par une salle des ventes. Ce portrait d'un personnage fictif a été vendu 432 000 dollars chez Christie's le 25 octobre 2018. Donc vous voyez, 2018, c'est il y a quand même pas très longtemps, et ça soulève beaucoup de questions, et notamment éthiques, et ça remet en cause la question du beau. Qu'est-ce qui est beau si finalement on ne voit plus l'émotion de l'artiste en lui-même, ou en tout cas ce dont on a été abreuvé par la mythologie de l'art qui veut que finalement ce qui est beau c'est aussi quelque chose généré par un humain et ses émotions en fait. Donc c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en question. Je vais aller un peu plus loin et en fait ce portrait fait partie d'une série qui s'appelle La famille de Bellamy et donc comme vous le voyez, celle-ci c'est celle qui s'est vendue chez Christie's mais il y en a d'autres. Donc Madame de Bellamy, le duc de Bellamy, la duchesse de Bellamy, le baron de Bellamy, la baronne de Bellamy, etc., etc. Et donc, je ne sais pas si vous le verrez, mais si, j'en suis sûre. Quand on met toutes ces œuvres les unes à côté des autres et quand on sait qu'elles ont été générées par ordinateur, on voit quand même, j'ai envie de dire, une continuité dans ce qui est produit, notamment au niveau des visages. Je pense que vous verrez, c'est un peu flou, on dirait presque une craie grasse ou quelque chose qui a été fait avec une matière. On serait tenté de dire qu'on voit le grain du papier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai presque envie de dire qu'on voit le grain du papier. Mais en fait, quand on sait que c'est une œuvre générée par ordinateur, on voit qu'en fait, c'est pas du tout le grain du papier. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les œuvres, euh, comme vous le voyez. Vous avez vu, on voit cette espèce de grain, ces espèces de petits points. Alors, ce site sur lequel je suis, Obvious Art, vous avez vu sur le côté, ils vous mettent les cartels qu'on a l'habitude de voir, les cartels qui accompagnent les œuvres. Et donc on voit GAN's Algorithm Inject Printed on Canvas. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est le GAN's Algorithm. Et en fait, c'est un algorithme créé par des Français. Voilà la page de GAN, donc générative, qui sont les initiales de Generative Adversarial Network. Vous avez vu, donc, it's a class of machine learning. Donc, ça veut dire qu'on va nourrir la machine avec des images, avec plein de données pour qu'elle puisse ensuite générer quelque chose. Parce qu'un ordinateur, bien qu'il soit conçu pour être intelligent, en fait, il génère des choses qu'on lui apprend, qu'on lui donne. Donc, de toute façon, ça nécessite l'intervention humaine. Je vous mettrai cet article de Wikipédia en barre d'infos pour aller plus loin. Nous, on va pas trop s'attarder sur ce qui est de l'algorithme en lui-même, tout simplement parce que j'ai pas les connaissances et puis c'est pas vraiment la question aujourd'hui. Donc voilà, donc ça je vous le mettrai en barre d'infos. Revenons à notre bel ami. Donc, comme vous le voyez, l'ordinateur lui a généré toute une famille. En tout cas, les humains qui sont derrière ont voulu générer toute une famille. Donc, je vous mettrai aussi le lien pour que vous puissiez voir plus particulièrement, parce que moi, je trouve ça plutôt réussi, je trouve ça plutôt beau. En fait, on s'inspire presque... Enfin, voilà, on retrouve une touche des impressionnistes un petit peu, mais pas que. Je vous mettrai ça en barre d'infos, parce que c'est intéressant à regarder, puis surtout de voir les points communs, en fait, entre chacune de ces œuvres. Pourquoi c'est un sujet d'actualité?
parce que nous avons un article de Connaissance des Arts, ici, qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, 26 février, on est le 3 mars, qui dit « D'après une étude, la plupart des gens ne pourraient pas différencier l'art réalisé par des algorithmes et celui d'un artiste. » Dans une étude publiée en février, le docteur en marketing Harsha Gangadhar-Batla de l'Université du Colorado, États-Unis, montre que les non-connaisseurs d'art sont très majoritairement incapables de faire la différence entre une œuvre produite par une intelligence artificielle et une œuvre créée par la main d'un artiste. Peut-on remplacer la créativité propre à l'humain par des algorithmes ? C'est la question que sous-tend l'étude de Harsha Gangadhar-Batla, publiée dans le journal scientifique Empirical Studies of the Arts le 16 février dernier. Le professeur, expert en publicité de l'Université du Colorado à Boulder, États-Unis, a réalisé une étude sur un échantillon de 211 personnes âgées de 20 à 89 ans pour estimer à quel point les personnes non expertes en art pouvaient différencier un tableau peint par une intelligence artificielle d'une œuvre humaine. Le résultat a de quoi inquiéter. Les répondants se sont en grande majorité, 75 à 85%, trompés lorsqu'il a fallu dire quelle œuvre venait de l'IA et lesquelles venaient d'un humain. Maintenant qu'on a lu ça, je vais vous montrer les œuvres. Donc là, vous avez déjà en dessous, finalement, c'est déjà noté ce qui a été généré par l'ordinateur et surtout ce qui n'a pas été généré par l'ordinateur, à savoir ces deux œuvres-ci. Bon, donc, les personnes se sont donc majoritairement trompées et ont pu choisir cette œuvre, par exemple, réalisée par un artiste plutôt que celle-ci. Bon. Pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est très difficile de faire la différence de toute façon, surtout quand il y a beaucoup d'œuvres mises les unes à côté des autres, c'est tout de suite plus compliqué. Après, l'idée que ce serait quelque chose propre aux non-connaisseurs d'art, bon, comme je le disais, je suis pas totalement convaincue. Je pense que n'importe qui peut se tromper. Mais en revanche, pourquoi je vous montrais tout à l'heure les fameux portraits là où il y en avait plein ? Parce que finalement, quand on les met tous les uns à côté des autres, on voit le grain de l'ordinateur en fait. On le voit. On le voit parce qu'en fait, il est similaire partout. À la différence, je trouve, d'ici, où c'est plus compliqué, à mon sens, de faire la différence, honnêtement. Peut-être celle-ci, et encore. Enfin bon, donc on va continuer notre petit article. Alors, pour faire son étude, Gangadhar-Batla a utilisé 7 œuvres, 5 figuratives représentant des paysages impressionnistes et 2 abstraites, dont seulement 2 ont été réalisées par un humain. Il demandait à ses sujets de thèse qui se sont portés volontaires sur la plateforme Amazon Turk de dire quels tableaux étaient humains et lesquels ne l'étaient pas. À part pour un des tableaux abstraits, les sujets se sont généralement trompés sur le compte des tableaux faits par des IA en les attribuant à des humains. Les tableaux humains, en revanche, ont été correctement identifiés par la majorité des intéressés, ce qui est très intéressant. Une seconde étude menée dans la foulée sur un échantillon de 530 personnes, également volontaires, montre qu'il existe un lien entre le style et l'identification d'une œuvre comme produite par une IA. Un tableau abstrait a en effet plutôt tendance à être associé à une production par algorithme. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que bon, voilà, l'humain n'est pas totalement perdu quand il s'agit d'art généré par ordinateur, et qu'en fait, c'est plus complexe que ça, il s'agit du style. Et le style, c'est plus difficile de l'identifier en fait. C'est plus compliqué de comprendre quel style appartient à quoi. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, quand il s'agissait d'œuvres humaines, ne se sont pas trompés en majorité. Donc en fait, il ne s'agit pas de dire que les gens ne savent pas faire la différence entre une œuvre réalisée par une IA et une œuvre réalisée par un humain, mais plutôt de dire que les œuvres réalisées par les IA peuvent être confondues avec des œuvres humaines. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Les œuvres humaines ne sont pas confondues avec des œuvres réalisées par une IA. Ce qui change quand même fondamentalement la donne et ce qui montre que malgré tout, il y a quelque chose dans l'œil qui est présent, quoi. Je continue l'article. Le résultat de Gangadhar-Batla, je vais arriver à dire son nom, dont les recherches portent généralement sur les nouveaux médias et les effets socio-économiques de la publicité, l'a lui-même étonné et l'a fait se questionner sur un certain nombre de principes fondamentaux de l'art. Il a ainsi déclaré à nos confrères d'Artnet : « J'ai toujours supposé qu'il y avait une âme que l'humain déverse dans l'œuvre. Quand une machine crée l'œuvre, comment les gens l'interprètent ? Sont-ils toujours émus ? Quel rôle joue la connaissance de l'auteur de l'œuvre dans la façon dont elle est perçue ? » Ce sont des questions légitimes et très intéressantes que soulève justement l'IA.
Il est vrai que cette indifférenciation apparente des tableaux pose la question de ce qui crée l'émoi dans une œuvre et pourrait bien bousculer nos certitudes sur ce qu'est le beau. C'est tout à fait ça. Finalement, si une œuvre générée par un ordinateur nous procure la même émotion qu'une œuvre créée par un humain, déjà vous avez vu la différence de mots. Hein. J'utilise générer quand il s'agit d'un ordinateur et créer quand il s'agit d'un humain. Ce qui change aussi beaucoup de choses philosophiquement, de toute façon, dans l'idée même de la création. Finalement, c'est ça la question. Ça remet en cause totalement même l'idée de l'émotion et ça remet en perspective d'autres choses. Je pense notamment aux faussaires des œuvres. Il y a un super documentaire d'ailleurs sur Netflix sur une grande arnaque d'œuvres d'art contemporain qui a été réalisée entre 1999 et 2014. Je vous ferai un épisode particulier là-dessus pour revenir sur cette incroyable histoire. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, l'émotion ne serait pas propre que à l'humanité et l'ordinateur pourrait aussi finalement créer des émotions et ça remet en cause ce qui fait même qu'on est humain finalement. Donc voilà, donc ça pose beaucoup de questions. Je continue l'article. Des pistes de réflexion intéressantes sur l'utilisation de l'IA dans l'art. Les résultats de l'étude sont cependant à nuancer. Bien que la taille importante de notre échantillon puisse compenser et accroître la validité externe de notre étude, l'utilisation d'un échantillon d'images non représentatifs limite fortement la généralisation de nos résultats. Effectivement, explique le scientifique. Le manque de rigueur dans la méthodologie, notamment au niveau des échantillons et du choix des tableaux, questionne donc la validité des résultats, mais ouvre néanmoins des pistes de réflexion intéressantes sur l'utilisation de l'IA dans l'art et sur l'importance des experts dans les maisons d'enchères et les musées qui, eux, peuvent aisément distinguer un vrai d'un faux. Le collectif Obvious, lui, a tiré profit des technologies d'intelligence artificielle pour les détourner. Ils ont ainsi proposé des œuvres générées par des machines s'inspirant de masques traditionnels africains ou encore d'estampes japonaises. Le résultat final est à la fois terriblement ressemblant, mais il en ressort cependant une dissonance globale qui donne un cachet paradoxal à leurs travaux. L'un de leurs portraits générés par l'IA, le portrait d'Edmond de Bellamy, qu'on a vu juste avant, s'est vendu à plus de 350 000 € chez Christie's en 2018. Donc regardez. Là, on est clairement dans les estampes et vous avez vu, ça, c'est généré par ordinateur. J'ai envie de dire, on le voit. Pareil, moi, ça me donne une impression de craie grasse, d'utilisation de la craie grasse. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Et c'est vrai que l'harmonie qu'on peut retrouver aussi... Là, ce qui est clair, c'est qu'on a en tête, quand je regarde ça, j'ai tout de suite en tête les estampes d'Okuzai, etc., les grandes estampes japonaises, et c'est clair que comme j'ai l'image en tête, je vois tout de suite les différences. Il n'y a même pas de jeu de cette différence, on les voit tout de suite. Après, ce qui est clair, c'est que je trouve quand même qu'il y a même quand on regarde finalement, si on retourne au portrait, là, qui se trouve ici, vous voyez ce que je veux dire dans l'idée de la craie, de quelque chose de gras. Vous voyez ici... Et on va retourner ici, pardon. Vous voyez l'idée d'un peu de gras, notamment dans le rouge en haut. Je trouve que l'impression du grain de papier, mais qui n'est pas un grain de papier, je trouve que ça, on peut le voir, on peut le distinguer en se concentrant un petit peu, on le voit. Et effectivement, ça donne un style particulier à ces œuvres. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est donc que l'article l'étude qui est mentionnée, c'est celle-ci, The Role of AI Attribution Knowledge in the Evaluation of Artwork, que je vous mettrai en barre d'infos. Après, quand c'est des articles de revues scientifiques, c'est payant, c'est très cher. Donc bon, à moins que vous soyez étudiant et que vous ayez éventuellement un accès ou que vous travaillez dans, une bibliothèque qui a une base de données qui leur permette d'accéder à ces articles, je pense que ça va être assez difficile de le retrouver. Maintenant, on va essayer autre chose. Si je vous montre cette œuvre, maintenant qu'on a vu tout ça, d'après vous, est-ce qu'elle est générée par un ordinateur ou est-ce qu'elle est générée par un humain ? Bon, eh bien cette œuvre est générée par ordinateur. Alors moi, je la trouve beaucoup plus fine que celle qu'on a vue précédemment. Je la trouve beaucoup plus complexe et difficile à analyser. Enfin, je veux dire dans le sens, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est pas un humain. Donc cette peinture s'appelle The Next Rembrandt. Et c'est en fait la première générée par ordinateur. Et en fait, ça, c'était un partenariat entre Microsoft et je sais plus qui. Je vais vous retrouver. Et en fait, elle a été faite en 2016, donc bien avant les portraits de Bellamy qu'on a vus. Et je la trouve assez fascinante. Je vais vous lire un article du Point. Une toile dévoilée à Amsterdam interpelle les collectionneurs. Elle a été réalisée grâce à un algorithme défini après avoir analysé les œuvres du peintre, donc de Rembrandt.
Une toile inédite de Rembrandt a été dévoilée à Amsterdam. L'œuvre semble tout droit sortie des ateliers de l'artiste néerlandais, pourtant décédé il y a 300 ans. C'est en fait un tableau composé de 148 millions de pixels conçu entièrement par une machine. Baptisé The Next Rembrandt, ce tableau représente un homme barbu, vêtu de noir, qui porte un chapeau et une collerette blanche. Les couleurs sombres qui caractérisent la patte de l'artiste sont bien présentes, le regard de 3/4 également. Ce chef-d'œuvre numérique a été mis au point après 18 mois de travail entre historiens, développeurs et analystes. Donc, ce qu'il faut noter quand même, c'est là où une peinture est faite par un humain, ou en tout cas un créateur, ou plusieurs d'ailleurs, mais là on est quand même sur une base pour produire ça beaucoup plus importante, historiens, développeurs et analystes. Nous utilisons la technologie et l'analyse de données comme Rembrandt utilisait ses pinceaux et ses brosses pour créer, confie Ron Augustus, directeur marketing chez Microsoft. En effet, l'ordinateur ne s'est pas contenté de copier un modèle existant, il a été programmé pour inventer un tableau type à partir d'une base de données. Les scientifiques ont scanné plus de 160 000 fragments sur 346 tableaux signés Rembrandt. L'intelligence artificielle les a ensuite analysés. Résultat, l'ordinateur a pu proposer un sujet typique et imiter le style du peintre. Mais, je vous la remets, c'est vrai que c'est hyper... c'est très fin en fait. C'est très très fin. Le regard, je le trouve absolument exceptionnel. Il y a cependant des choses à redire et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si simple de copier un Rembrandt. Plus d'une dizaine de couches ont été imprimées pour produire la toile composée de 148 millions de pixels. Rembrandt aurait certainement fait des variations avec cela. Il aurait utilisé des points de peinture et en particulier un point net de peinture sur le nez pour le faire ressortir, et pas le côté lisse du nez de ce tableau qui donne bien, mais qui ne le met pas vraiment en avant, explique le commissaire invité du musée Rembrandt à Amsterdam. Donc ça, c'est quand même quelqu'un qui parle, qui s'y connaît. Le kidam ne verra aucune différence. Le kidam, c'est moi aussi. Devant ce coup de bluff, ce n'est pas le génie créatif qui impressionne, mais bel et bien la façon dont l'intelligence artificielle se mêle et s'immisce de plus en plus dans l'art. Il y a quelques mois, au Japon, lors d'un concours littéraire, une intelligence artificielle avait coécrit un roman et s'était retrouvée finaliste. Une autre vidéo tourne sur Internet depuis quelques jours, celle de 15 robots formant une chorale avec un chef d'orchestre. Les machines entonnent la 9e symphonie de Beethoven. Mais ces nouvelles évolutions technologiques ont-elles vraiment la même force émotionnelle que les œuvres réelles ? À vous de juger. Donc comme vous le voyez, c'est pas si simple. Il suffit pas de donner à une IA de la matière pour que finalement elle ressorte l'émotion en fait que peut susciter un vrai Rembrandt. Elle prend pas en compte les évolutions de l'artiste en fait. Elle génère, c'est tout quoi. Je vous mettrai aussi en barre d'infos cette tribune de Manuela de Barros, qui est une tribune publiée dans Le Monde en 2018, donc au moment où il y a eu la vente de Bellamy, là, celle qu'on avait vue en premier, donc, qui s'appelle « Que des algorithmes prennent des décisions liées aux émotions et à la conscience est-il envisageable ?» Résultat du travail de programmation et de mise en forme de 3 Français, artistes et chercheurs en IA et membres du collectif Obvious, donc c'est le site sur lequel on a été... Oups, je l'ai fermé. Résultat du travail de programmation et de mise en forme de 3 Français, artistes et chercheurs en IA et membres du collectif Obvious, il s'agit du portrait d'Edmond de Bellamy, l'impression sur toile d'une image générée par un système algorithmique. Il fait partie d'une série de 11 portraits représentant une famille fictive des 18e et 19e siècles, inventée par les 3 collaborateurs. Cela incite à un certain nombre d'observations, à la fois esthétiques et philosophiques. En tout premier lieu s'oppose la question de la créativité des machines, c'est-à-dire leur éventuelle capacité à reproduire l'imagination humaine et la capacité d'idéation. Que des machines, ou plutôt des algorithmes, aient des comportements, des démarches ou prennent des décisions traditionnellement liées aux émotions et à la conscience est-il actuellement envisageable ? Voici ce que nous pouvons en dire à partir de quelques exemples en lien avec l'art. En avril 2016, un nouveau Rembrandt est rendu public, sauf que ce n'en est pas un. Il s'agit de l'œuvre d'un programme créé par une équipe de Microsoft après l'analyse statistique de centaines de portraits de l'artiste. Même si l'injonction d'obligation novatrice des avant-gardes artistiques est aujourd'hui obsolète, la question de l'originalité reste d'importance. J'en veux pour preuve le nombre d'affaires de plagiat dans le monde de l'art et d'ailleurs. Après, c'est pas du plagiat, ça reste une œuvre originale dans le sens où elle est attribuée, elle ne se veut pas un Rembrandt, elle se veut une image que aurait pu faire Rembrandt, mais qui n'a pas été créée par Rembrandt, ce qui change quand même la donne concernant les faussaires, même si effectivement ça s'en rapproche. Finalement, si la paternité de l'œuvre peut être remise en question, ou en tout cas peut être confondue, qui est vraiment le génie ? La machine, le faussaire ou le créateur originel ? Je vous mettrai donc cette tribune dans la description pour que vous alliez un peu plus loin, mais là où je veux en venir, c'est cette partie.
Comme le dit Jonathan Jones, critique d'art au Guardian, ce nouveau tableau signe le style premier de Rembrandt, qui était lumineux, dynamique et brillant. Mais au fil de sa vie et de ses souffrances, la perte de sa femme, sa fortune, son statut, Rembrandt a abandonné ce style pour dire la vérité crue. Voilà ce qu'une machine brassant des statistiques n'a pas pu faire. Comprendre les changements stylistiques et émotionnels profonds dus au drame d'une vie. Eh oui, ce qu'on peut dire, c'est que la machine ne prend pas en compte la vie de l'auteur, elle prend en compte la vie de l'art, elle prend en compte la vie des œuvres. Et ce qui change profondément la manière dont va pouvoir être appréhendée et dont va pouvoir exister l'œuvre générée par l'ordinateur. Elle peut comprendre des coups de pinceau, des couleurs, des images globales, mais elle ne peut pas comprendre la vie de l'auteur en fait, pour l'instant. Hein. Et c'est cette vie de l'auteur qui fait les œuvres. Et donc ça remet en cause quand même le fait que pour l'instant, l'ordinateur n'est pas aussi puissant que le génie humain. Il y a une autre forme d'art générée par ordinateur qui n'a pas pour but de copier des artistes existants ou en tout cas d'essayer, qui ont des artistes ayant existé, mais qui a pour but vraiment d'être un outil au service des créateurs d'art. Et donc je vais vous mettre cet article, l'art assisté par ordinateur, parce que c'est vraiment pas pareil, hein, mais ça va pas de la même utilisation de l'ordinateur, mais quelque part un petit peu quand même, dans la mesure où ça devient un outil. Donc, en quoi l'art assisté par ordinateur relève-t-il de la création artistique ? Quelques exemples pour amorcer une réflexion. Je vous mettrai cet article en lien. Donc, vous voyez, il nous parle de l'art algorithmique. Il vous explique bien comment l'ordinateur peut s'imprégner et générer lui-même, ou même comment les artistes peuvent copier des images préconçues qu'on peut avoir de l'ordinateur. Notamment les pixels, par exemple, ce genre de choses. Les algorithmes, donc je vais tout vous mettre en barre d'infos, il est très intéressant cet article. Là, vous voyez, c'est aussi une autre utilisation de la machine, qui est que la machine peint elle-même. Hein, on n'est pas sur une impression par une imprimante, mais quand la machine peint vraiment elle-même. Donc vous voyez, ça crée ce genre de choses. Enfin, là, j'ai choisi un petit panel Google Images, comme d'hab, pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Je vous mettrai aussi cette petite émission de France Culture qui parle d'une exposition qui a eu lieu au Grand Palais, voilà, qui s'appelle Artistes et robots. Voilà, parce qu'après, il faut différencier ce qui est généré par ordinateur, ce qui est généré par des robots. Et puis encore une fois, qui est-ce qui est derrière ça ? Ça reste des humains. Donc, bon, voilà, je vous laisserai ça aussi. Et en fait, ça nous amène à ce monsieur qui s'appelle Alan Turing et qui a dicté des lois, la loi de Turing. Alors attention, parce qu'il a aussi été question de la loi Alan Turing en Angleterre qui parle de l'homosexualité, donc je crois que c'est pour amnistier ou gracier les homosexuels qui avaient été persécutés à l'époque, mais là on n'est pas là-dessus. Je vais vous lire la loi. Turing répond que les ordinateurs peuvent surprendre les humains, en particulier lorsque les conséquences de différents faits ne sont pas immédiatement reconnaissables. Formalisme, cet argument dit que chaque système gouverné par des lois peut être prévisible et donc pas réellement intelligent. Donc comme vous voyez, c'est le moment où finalement l'humain confond l'ordinateur et l'humain. Et cette loi, et la loi de Turing, elle est très intéressante. Donc Alan Turing, pour faire un petit récap, donc, il est mort en 1954, né en 1912, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique. Donc cette loi de Turing, qui établit finalement qu'on va arriver à un moment, un stade où l'humain va confondre en fait l'ordinateur et le génie humain. J'ai envie de dire, c'est pas encore totalement arrivé. Parce que comme on a vu, l'enquête qui a été menée récemment, finalement, ce qui est plutôt rassurant là-dedans, c'est que quand il s'agit d'œuvres générées par l'humain, enfin créées par l'humain, les gens ne se trompent pas majoritairement. Donc, bien que l'humain puisse confondre une œuvre générée par ordinateur, elle ne peut pas confondre une œuvre créée par un humain. Voilà pour la loi de Turing. Je vais finir avec ces petits mots. On savait qu'il était possible pour des chanteurs de donner des concerts posthumes. On savait également que des acteurs pouvaient jouer des films des années après leur mort. Il est donc désormais possible pour un défunt peintre de poursuivre son œuvre, ou presque. L'art et la technologie entretiennent depuis toujours une relation paradoxale qui ne cessera de l'être à mesure que ces deux évolueront. Exactement, parce que maintenant, finalement, l'ordinateur est aussi un outil au même titre que la peinture, qu'un pinceau, qu'une toile. C'est aussi un outil, c'est un médium qui permet de créer. À nous, après, êtres humains,
de faire et de savoir en prendre connaissance et d'en faire la différence. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à bientôt dans Pub Culture.